Eh bien bonjour, bonsoir, c'est H1. Je vous fais une présentation du speedrun de Metal Gear 2. Le deuxième épisode qui est sorti sur la console MSX, puis porté sur PS2 et PC plus récemment via la Metal Gear Collection Volume 1 ou la version subsistance de Metal Gear Solid 3 sur PS2 en 2006. Metal Gear 2, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'action infiltration où on incarne Solid Snake, hein. On est appelé à intervenir sur une place forte qui s'appelle Zanzibar Land car on a un scientifique nommé Dr Marv qui a découvert une algue qui pourrait révolutionner l'industrie pétrolière. Et tout simplement, la catégorie qui est faite sur cette run, hein, on va mesurer le temps RTA. Il faut savoir que sur le leaderboard officiel, qui n'est pas très actif malheureusement, on prend en compte l'in-game time, hein, ce qu'on appelle l'IGT. Moi j'ai pris la décision de vous montrer une run RTA car c'est beaucoup plus représentatif parce que dans la version IGT, j'y reviendrai un peu plus tard, on va créer des morts accidentelles. Je vous préciserai un peu plus à ce moment-là quand on a une petite phase d'attente. Alors pourquoi on va tout de suite attaquer. Alors pourquoi je vous montre le menu de Metal Gear Solid 3 Subsistance. Il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, quand je vais lancer le jeu, on va réinitialiser la RNG. Le fait de revenir dans le menu de MGS3 comme ça, on va remettre les valeurs de la RNG à 0. Et le fait de remettre les valeurs de la RNG à 0 va nous permettre de manipuler le premier boss du jeu. Sans plus attendre, on y va. Donc, on va sélectionner Metal Gear 2 Solid Snake. Alors, il faut savoir que la run, on l'a fait en difficulté facile, hein, c'est la plus rapide. Ça nous permet d'absorber plus de dégâts. Donc Metal Gear 2 qui est beaucoup plus ambitieux que le premier, hein, niveau graphisme déjà c'est beaucoup plus joli. Et on a déjà tous les fondamentaux de Metal Gear Solid vraiment, c'est-à-dire que au niveau des mouvements, on a déjà la possibilité de ramper, de tenir une arme, de donner des coups de poing. Donc petit point rapide sur le HUD, hein, donc l'interface du jeu. En haut à droite on a le fameux radar, hein, qui permet de voir la position de nos ennemis. La petite case en bas, c'est le menu d'armes, et en dessous, c'est le menu d'objet. Vous voyez, on a déjà le pouvoir de faire du bruit pour rendre confus les gardes. Et comme je vous ai expliqué, la manipulation, donc là, on part du principe qu'on a remis la RNG à 0. Moi, j'ai des conditions à respecter, c'est-à-dire qu'il faut absolument pas que je déclenche une alerte. Si je me fais repérer, la manipulation du premier boss sera, quoi qu'il arrive, loupée. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention au début, hein. Avec le temps, ça se fait assez facilement. Donc là, on commence à déjà s'infiltrer dans la première base, hein. On a des petits temps de chargement comme ça. Et là, en fait, il faut savoir que Metal Gear 2, c'est pas comme le premier, comme le speedrun du premier, où on est vraiment sur un sprint. Sur le 2, on a des cycles à respecter au niveau des soldats. C'est-à-dire que si à certains moments on va trop vite, cela peut nous poser problème. Donc vous voyez, on a la faculté de d'étourdir les gardes grâce à un coup de poing. Alors les ascenseurs, je vais rentrer accroupi à chaque fois, le maximum. Pourquoi je vais rentrer accroupi dans les ascenseurs? Tout simplement parce que si vous rentrez de manière normale, hein, c'est-à-dire debout, Snake va avoir tendance à aller au centre de l'ascenseur. Et ça, c'est un peu une perte de temps, donc pour optimiser, on se met accroupi. Donc là, très important, c'est toujours la manipulation. Vous voyez le garde qui va arriver en bas. Je vais le rendre confus grâce au bruit. Si ça, je ne le fais pas, tout simplement, le soldat ne sera pas le boss, pardon, ne sera pas manipulé après. Donc là, pour l'instant, la manipulation, elle est bonne. Il me reste une seule étape, c'est le garde ici, qui est assez compliqué à lui donner un coup de poing parce que on arrive très vite sur lui et on a beaucoup de chances de se faire repérer. Donc voilà, le premier boss qui normalement est manipulé, le Black Ninja, va tout le temps se comporter de la même façon. Normalement il est RNG, là il ne va pas y être. Voilà, là il va se trouver en face de moi, là je sais qu'il va aller à gauche, hein, je me positionne. Je lui fais 4 tirs.
Voilà, et à partir de ce moment-là, il va aller à droite, donc ça me permet de l'amener vers la sortie pour partir plus vite. Et voilà, la manipulation a réussi. Aucune surprise sur le premier boss. Hein. Donc une fois qu'on a convaincu le boss, on a une jungle à traverser, il nous dit il faut que tu suives le soldat au béret vert. Suite à ce combat, on récupère la carte 2, hein, on a toujours ce système de cartes numérotées avec des portes qu'on peut seulement ouvrir en ayant équipé ces cartes. Alors il faut savoir qu'on n'est pas comme dans Metal Gear Solid 1, la carte 6 ne va pas ouvrir les portes précédentes. Chaque porte est associée à une carte, ce qui va demander énormément de mémoire pour le runner. Hein. Ça nous demande beaucoup de mémoire, à savoir que telle porte est associée à telle carte. Et on va les anticiper un petit peu comme ça tout le long du jeu. Hein. Un élément important aussi hein, dans le speedrun, hormis les optimisations de trajectoire, il y a quelque chose qui est très déterminant sur tout le long de la run, hein, surtout en RTA. C'est que les menus on les fait extrêmement vite. C'est-à-dire qu'on va pas perdre de temps dans les menus, on connaît par cœur les manipulations à faire. C'est très fréquent d'avoir des erreurs, hein. Sur cette run il y en aura quelques-unes, hein, mais c'est pas mon PB, hein, c'est une run que je fais comme ça. Voilà, on a rejoint le fameux soldat au béret vert, donc là on va devoir le suivre pendant 4 minutes. Parce qu'il faut savoir que la jungle, hein, pour faire un petit parallèle, hein, un petit peu rigolo, la jungle c'est un peu comme les bois perdus de Zelda, c'est-à-dire que si on n'a pas d'indicateur, on ne trouvera jamais notre chemin. Donc très important de ne pas se faire repérer par ce soldat. Bon, le soldat, aucune RNG, on se contente dessus. Alors, petite précision, je vais revenir sur l'histoire du NI% officiel sur speedrun.com, on a quelques minutes devant nous. Dans la NI% officielle, on va prendre en compte l'in-game time, sauf que l'in-game time va se stopper à partir du moment où on a des écrans de chargement. Et il faut savoir que le jeu, il a des systèmes de flag, hein, c'est-à-dire qu'on a des éléments qui vont se déclencher. Et cela va déclencher sur l'in-game time comme un point de contrôle. Il faut savoir qu'on va faire des morts volontaires qu'on ne va pas voir dans cette run. Pour gagner des fausses secondes au niveau de ces points de passage. Mais qui va être considéré valide. Ce qui est assez bizarre, c'est que pour avoir un IGT plus bas, la run est plus longue en termes de temps que si on le faisait en prenant en compte le temps RTA comme je le fais là. C'est juste pour vous expliquer concrètement pourquoi. Si vous allez voir sur la run, sur la page de speedrun.com, vous ne verrez pas de temps RTA. C'est un peu dommage, c'est comme ça. Donc partez du principe que là, la run que vous voyez là, c'est pas vraiment une run qui peut être officielle, mais ça reste une run optimisée pour le RTA, qui est très très proche de la run qui est valide. Hein. Vraiment très très proche, on n'a juste pas les morts volontaires. Globalement, c'est vraiment la même chose. Donc on continue toujours de poursuivre ce fameux soldat. Hop, il se retourne il y a des petits pièges comme ça, mais bon, en speedrun on les connaît par cœur. On ne peut pas l'assommer ni quoi que ce soit. Hein. Si on fait ça, la run est juste morte. On est vraiment obligé de le suivre jusqu'au bout. Autre chose qui est dangereux, hein, faut surtout pas le coller, hein, parce que si vous passez si vous changez d'écran en même temps que lui, il va vous repérer. Donc c'est pour ça que je laisse toujours un tout petit décalage quand même, à peu près d'1 seconde, hein, pour être sûr de pas tuer ma run. Voilà, le dernier tableau. Donc à partir de ce moment-là, on va attendre qu'il transite sur le dernier écran et on va plus avoir besoin de lui. On va l'assommer pour éviter une alerte parce que oui, je vous ai pas expliqué. Quand on va créer une alerte avec un soldat, on va avoir un freeze du jeu qui nous fait perdre 1 seconde. Par contre, par tout autre élément, c'est-à-dire caméra ou détecteur au sol qu'on verra plus tard dans la run, le jeu ne freeze pas. Donc là, le petit coup de poing, ça a été une optimisation. Typiquement ici, on peut faire une mort volontaire pour gagner de l'in-game time, on va pas le faire. Et là on va attaquer une section un peu difficile après, qui est le marais. Mais avant ça on va aller chercher des mines. Donc on ramasse 4 mines, il nous faut 4 mines pour le prochain boss. Comme ceci. Et là on va arriver au marais. Alors le marais c'est assez particulier.
C'est-à-dire que c'est un chemin invisible. On a des points de repère visuels très serrés, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, faut connaître par cœur et avoir ces points de repère. Tout simplement, si on s'écarte du chemin comme ça, on va être embourbé et on peut mourir. Alors, on peut très vite en sortir en revenant sur nos pas, mais par contre, en termes de speedrun, c'est un peu beaucoup de temps de perdu. Donc, quand vous arrivez à un certain niveau du jeu, c'est un petit peu éliminatoire malheureusement. Et voilà, on arrive au second boss, hein, le Running Man. Hein. Et le Running Man, dans sa mécanique, on va dire normale, il va avoir tendance à... Son combat va se dérouler de cette façon. Il va remplir cette zone de gaz et il va constamment nous fuir. C'est-à-dire que le jeu va regarder où Snake se trouve et Running Man va toujours essayer d'aller à l'opposé pour ne pas qu'on puisse le tuer. Donc à la base, c'est un désavantage pour nous, mais nous, on va s'en servir comme une force. C'est-à-dire qu'on va le manipuler. Donc la technique à faire, c'est qu'on va poser 4 mines ici. On voit, il est à l'opposé de nous. Et bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter pour l'amener vers les mines et on va changer d'écran, comme ceci, pour le manipuler. Donc là, c'est volontaire qu'il ne prenne pas de dégâts. Pour pouvoir le tuer comme ça, près de la sortie, parce qu'il va falloir que je revienne sur mes pas. Donc voilà, le Running Man est tué très rapidement. Suite à sa défaite, on va récupérer la carte numéro 3 de sécurité. Et le marais, bah, vu que c'est compliqué et que ça suffit pas de le faire une fois, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le chemin retour, qui est exactement le même. Alors je peux vous assurer que quand vous l'apprenez, le marais, quand vous l'apprenez dans un sens, vous êtes content. Par contre, le fait de le faire dans l'autre sens, bah, des fois vous mélangez un petit peu en fait. On a l'impression que de l'apprendre dans un sens c'est facile, mais de le faire au retour, c'est un peu différent. Car là, on peut voir, j'ai aucune hésitation, hein, je fonce. Donc là, le prochain boss du jeu, hein, qui est le Hindy, hein, comme on peut voir sur mon timer, on a besoin d'une arme spécifique pour le tuer. C'est-à-dire qu'on a besoin du Stinger. Donc vous voyez, hein, la jungle, on peut la retraverser sans le soldat au béret vert. Maintenant, on connaît la route. Hein. Snake a retenu la route. Et le Stinger, tout simplement, se trouve dans la première base. Alors ici, il va y avoir une petite manipulation des soldats, hein, parce que quand je vais tirer, cela fait du bruit. Et voyez, le soldat à gauche, j'attends un certain moment pour qu'il suive son collègue. Et en fait, le fait de faire ça, c'est de les amener sur la droite de l'écran. Parce que moi, je vais repartir sur la gauche. Et ça me permet de pas faire de temps mort à lui donner un coup de poing. Vous voyez, là, typiquement, voilà, j'ai pris une alerte par la caméra, le jeu n'a pas freeze. Le jeu se poursuit, donc je ne perds pas de temps. Alors, ici, on est en alerte, on va changer de zone, l'alerte va se lever, le jeu est codé comme ça. Comme ceci. On retraverse une nouvelle fois la jungle. La jungle, on va l'avoir pas mal de fois hein, dans cette run. Alors oui, il y a une mécanique que j'ai pas expliquée aussi, c'est que quand on va tuer un boss, on récupère toute notre vie et notre barre de vie est augmentée. Donc c'est pour ça que là je me permets de prendre des dégâts. Parce que en vrai, ça aura aucune incidence. Alors, le Hindy qu'on voit en haut, là on va le voir très vite à l'écran. Le voici. Le Hindy, le problème c'est que le Hindy va être hors de l'écran. Donc je vous invite à regarder le radar. Parce qu'il faut savoir que quand on équipe le Stinger, on ne peut plus contrôler Snake. Par contre, on va contrôler une cible sur l'écran à radar. Et on va avoir un point blanc hein, qui nous montre la position du Hindy. Et voilà, le but du jeu c'est de très vite mettre la cible sur le point blanc et de tirer. Et voilà, on a combattu le Hindy hors de l'écran. Parce qu'il faut savoir que le Hindy, s'il se trouve sur le même écran que nous, il nous tire dessus et on perd très vite de la vie. Donc le boss est vaincu. On va s'introduire dans une autre partie de la base. Donc on va tuer ce garde là très vite. Sinon il nous repère. En même temps, on rend confus les autres. Et là on a récupéré la fameuse boîte en carton, hein, très célèbre dans la série. Vraiment. Qui nous permet d'emprunter des chariots. Donc là on va récupérer une ration. Premier rappel hein, de Holly. Donc un personnage qui va nous aider, hein, qui est une infiltrée aussi, comme nous, tout comme nous, hein. Mais qui est prisonnière actuellement. Vous voyez, hein, d'assommer les gardes, des fois,
De donner un coup de poing, c'est un peu difficile parce que la difficulté des coups de poing comme ça, en allant très vite, c'est qu'il faut s'approcher des gardes assez suffisamment pour que ça le touche, mais pas trop, sinon on va déclencher une alerte et c'est pas voulu du tout. Donc voilà, on se rend dans la prochaine zone, hein. Donc là on va aller dans les égouts, et les égouts c'est une zone qui est un petit peu dangereuse. On verra après pourquoi. Vous voyez, hein, toujours cette petite technique de s'accroupir dans les ascenseurs. Hein. Donc là on va récupérer une arme, qui est les charges explosives. Hein. Imaginez ça comme du C4 hein, si vous connaissez Metal Gear Solid. Voilà. Donc on va faire un peu des menus rapidement. Et on a délivré Oli. Donc là, pourquoi? Je vais en profiter un peu de la cinématique pour vous expliquer pourquoi les égouts sont dangereux, on va le voir. Il faut savoir que dans les égouts, on va devoir nager. Et Snake, quand il est dans l'eau et qu'il a la tête hors de l'eau, il avance très lentement. Nous, on est en speedrun, on va aller vite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la tête de Snake sous l'eau, on va le faire plonger. Comme ceci, voilà. Et on peut voir, j'ai une jauge d'oxygène qui est apparue. Si la jaune d'oxygène est épuisée, on va le voir, je vais perdre de la vie. On a des mines à éviter. Et là, c'est très important de garder un peu de vie parce qu'on a un combat de boss qui va pas tarder à arriver. Donc là, on va emprunter l'ascenseur. Hein. En plus, vous avez vu, hein, j'ai dû passer par des tout petits passages. Alors les petits passages, si on les rate, faut faire tout le tour. Hein. C'est une perte de temps énorme. Ok, donc là, on est monté. On va aller chercher les grenades. Hein. On a besoin de grenades. Ici, petite optimisation, c'est que je vais appeler l'ascenseur avant. Parce que le temps qu'il arrive et le temps que moi je vais mettre à aller chercher les grenades, c'est une optimisation de temps. J'aurai pas à l'attendre. Parce que quand je vais revenir, l'ascenseur sera déjà là pour moi en fait. On a toujours ce jeu de cartes. Hein. Ouais, vous avez vu, j'ai pas du tout attendu l'ascenseur, il était déjà là. On revient un peu sur nos pas. Donc on va retraverser la zone des égouts. Hein. Là il y a une petite particularité aussi hein, sur les écrans qu'on va voir après. Ici. Alors vous voyez il y a une partie claire, une partie sombre. Hein, donc c'est les eaux profondes, la partie sombre. Et on se déplace plus rapidement en étant dans la zone profonde que la zone moins profonde. Donc en fait on va se mettre à la limite au bord. Donc là j'équipe mes grenades parce que je sais que le prochain boss je vais devoir le tuer à la grenade. Et j'ai équipé la ration, c'est pour après le boss. Ce n'est pas une sécurité, c'est pour après le boss, il faut absolument pas que je la consomme. Et en fait on est vraiment sur cette optique là dans le speedrun des Metal Gear MSX, hein, c'est valable pour le premier aussi. Hein, j'ai une vidéo qui explique le speedrun, hein, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse aussi. On est dans l'optimisation des menus, c'est-à-dire qu'on va chercher à l'ouvrir le moins de fois possible. Vraiment le moins de fois possible. Donc là, dans le scénario, on doit rentrer en contact avec ce fameux scientifique qui a été enlevé, qui en fait a sa fréquence radio qui est sur la patte d'un pigeon. On va devoir aller chercher un pigeon, oui. Qui se trouve sur le toit du bâtiment, donc c'est pour ça que là en fait on emprunte l'ascenseur qui monte jusqu'au 30e étage. Hein. Sauf que malheureusement, une fois qu'on sort de l'ascenseur, on a un soldat qui nous accueille, hein, qui est le boss, hein, le Red Blaster. Et le Red Blaster, la particularité c'est qu'il il apparaît à l'écran, il est au-dessus du mur. Donc mon pistolet est inefficace, les charges explosives sont inefficaces. Les seules armes qui sont efficaces contre lui, ça va être les grenades. Et en fait, en me mettant un petit peu comme ça sur le côté, il va avoir tendance à tout le temps se mettre devant moi. Et c'est pour ça que là, je vais un petit peu le manipuler pour le toucher à chaque fois. Voilà, comme ceci. Et voilà, le combat est vaincu. Enfin, le boss est vaincu, pardon. Et là, on va aller chercher ce fameux pigeon. Et en fait, ce pigeon-là, c'est un peu un élément déterminant dans n'importe quelle catégorie du speedrun. C'est-à-dire que le pigeon est RNG. Et le pigeon, malheureusement, peut vous faire perdre énormément de temps. Il y a deux solutions, c'est soit vous allez arriver et il va vous accueillir, il va atterrir tout de suite. Là on peut voir déjà il est à l'opposé, c'est pas une bonne chose pour moi. Et là je vais espérer qu'il se pose et que je puisse l'attraper. Et malheureusement je ne vais pas avoir une bonne RNG, donc ça va pas durer non plus 5 minutes. Hein. Donc se pose une première fois, j'essaie de l'attraper. Il m'a dit non, il décide de revoler.
Donc je continue de le suivre. Hein. Donc là on peut voir je perds du temps. Hein. Donc voilà, on a récupéré la lettre. On va appeler le scientifique. Par contre malheureusement dans le scénario, le scientifique, bah on ne comprend pas sa langue. Parce qu'il parle tchèque. Donc on va appeler un autre scientifique avec qui est là aussi pour nous aider. Hein. Ces scientifiques-là, en fait, ils ont été enlevés pour le procédé pétrolier et surtout pour continuer le développement d'une arme nucléaire. On verra plus tard dans le jeu. Et le scientifique à qui on peut discuter, on comprend sa langue, dans le scénario, il nous dit voilà, il y a une autre soldat tchèque qui est infiltré dans la base qui parle la langue, hein, qui s'appelle Gustava. Et le but du jeu, c'est d'aller rejoindre Gustava. Donc les appels codec, on pourrait se dire, pour gagner du temps, on va les skipper. C'est impossible si vous ne les appelez pas, si vous ne faites pas ces appels codec, comme je vous expliquais un peu plus tôt dans la run. On est dans un système de points de passage, d'événements à déclencher pour déclencher la suite du jeu. Ça m'est déjà arrivé quand j'ai appris le speedrun, si je ne les appelle pas, Gustava n'est pas présente et du coup je ne peux pas poursuivre le jeu. On peut faire les appels codec à tout moment ici, mais plus vite vous les ferez, plus vous êtes serein et c'est pas du tout une perte de temps. Là on a respecté les conditions du jeu, on peut poursuivre. Donc là on va retraverser une seconde fois les égouts. Parce que là en fait on va devoir se rendre dans l'étage 4 du bâtiment. Alors voilà, les ascenseurs, hein, on pourrait dire j'avais qu'à monter. Non, les ascenseurs ils sont définis, c'est soit ils descendent, soit ils montent. Ils peuvent monter ou descendre mais ils ne vont pas à tous les étages. C'est pour ça qu'on est obligé un peu de faire des détours comme ça. Parce qu'à l'époque on devait un petit peu faire durer le jeu. Vous voyez, on retraverse les égouts. Hein. Et mine de rien, hein, Metal Gear Solid, hein, l'épisode qui a transposé cette formule en 3D et qui est l'épisode le plus connu, en fait on s'aperçoit que Metal Gear Solid se rapproche énormément de Metal Gear 2 en fait. En fait Metal Gear 2 c'est vraiment la base, la base de la formule qu'on connaît telle qu'aujourd'hui, hein, si... Au niveau de l'épisode Metal Gear Solid 1, 2, 3, on est à peu près sur la même formule. Hein. Donc voilà, on arrive au bâtiment 4. Alors ici, il y a un soldat qui nous pose un peu problème, c'est que dès qu'on va rentrer dans l'écran, il se trouve à peu près au même niveau que nous, donc c'est assez tricky, mais ça se fait bien, c'est-à-dire qu'on va y mettre un coup de poing pour pouvoir passer très vite, parce qu'on a vu qu'on avait une détection au sol qui allait nous repérer. Donc ici la caméra on attend qu'elle monte un peu. Ici on va temporiser un peu parce que sinon si on va trop vite, ce soldat là va nous voir et on va perdre du temps. Et en fait l'étage 4 est assez compliqué. Il est compliqué dans le sens où en fait on va enchaîner pas mal de portes. Donc il va falloir switcher pas mal de fois les cartes. Comme ceci. On va aussi traverser des pièces qui sont complètement dans le noir. Et il faut savoir que dans ces pièces là il y a des pièges. Voilà, on l'a entendu là le piège. Et on a aussi entendu la porte que j'ai empruntée. Et les pièges c'est juste un trou, si je tombe c'est game over donc je perds du temps. Donc ici en fait on va passer des salles où il y a des mannequins et des vrais soldats camouflés parmi eux. Donc on arrive dans les quartiers de la base. Et ici on peut voir que j'attends et on voit sur le radar à droite là qu'il y a un point blanc, il y a un soldat. Et en fait ce soldat là, il y a une particularité, c'est qu'on voit il va dans les toilettes des femmes. Et en fait c'est tout simplement Gustava hein, qui était infiltré. Donc la voici. Donc, Gustava va appeler le Dr Marv. Et là Gustava à ce moment là nous dit je sais où le scientifique se trouve, je connais le passage pour aller le délivrer. On a juste à passer par les souterrains. Chose qu'on va faire. Alors, là comme on peut voir, Metal Gear 2 il a amené une nouveauté. C'est-à-dire qu'on est accompagné d'un autre personnage. Et depuis le début de la run, vous avez vu, quand je rentre dans un ascenseur, je me mets accroupi pour gagner du temps et optimiser. Là, il faut prendre un élément en compte, c'est que quand je suis accompagné avec un personnage comme ça, je n'ai plus la faculté de ramper. Donc là, les ascenseurs, je ne pourrai plus les faire de manière optimisée. Hein. Donc ici, très important de ne pas se presser. Hein, si les robots ici nous touchent, on est mort.
C'est le game over instantané. Hein. Donc là vous allez voir les ascenseurs, on va voir hein, Snake ce qui va son comportement, voilà. Il a tendance à se mettre au centre, ce qui est beaucoup plus lent. Et là on va délivrer le Dr Magnar par contre. Voilà comme ceci. Donc le deuxième scientifique, hein, celui qui a été enlevé pour développer l'arme nucléaire. Et en fait, on va là, le docteur Magnar sait où se trouve son collègue scientifique. Donc là, il va nous indiquer le chemin. Hein, donc on va aller le chercher dans le scénario. Donc Metal Gear a une volonté de nous raconter une histoire. Donc là, Gustava va nous parler un petit peu de son passé. Donc on va nous parler de son passé. Elle connaît un certain Frank. Un certain Frank Jagger. C'est un nom qui ne vous est pas inconnu si vous connaissez la série Metal Gear. On poursuit notre route. Donc là on va devoir traverser un ravin avec un pont. Donc on va s'y rendre immédiatement. Donc ici important, il va falloir coller les caisses après celle-ci parce qu'en fait on a une mine qui se trouve juste à côté ici, on la verra après au retour. Donc là on est vraiment dans une partie de la run où on a pas mal de scénarios. Hein. Donc là on a un pont, donc dans le scénario le pont il paraît très fragile, hein, il peut casser à tout moment. Le docteur Magnar, très courageux, dit écoutez moi j'ai plus trop de temps à vivre, il vaut mieux que j'y aille en premier. On peut le voir, il passe, hein. Donc effectivement il a réussi à passer, donc Gustava décide d'y aller. Et elle nous demande de la rejoindre. Comme ceci, donc on va la rejoindre. Malheureusement le pont, le pont est détruit par un missile hein, qui ne vient de... on ne sait pas d'où. Donc Gustava très grièvement touché. Malheureusement va succomber à ses blessures, donc c'est le décès de Gustava malheureusement. Le scientifique, bah, vu que c'était un guet-apens, bah, se refait capturer. Et là on peut voir une arme. On peut voir des pieds. Et là, plot twist, hein, Grey Fox hein, qu'on a délivré dans le premier Metal Gear, bah, nous trahit, hein, nous dit d'annuler la mission et d'arrêter tout de suite, hein, chose qu'on décide de ne pas faire. On va continuer la mission quoi qu'il arrive. On a récupéré des mines. Et là, on a... Dans le scénario du jeu, on doit franchir ce ravin quoi qu'il arrive. Hein. Et en fait, on sait qu'il y a un deltaplane qui est caché au début du jeu. Qui est un élément obligatoire à récupérer. Donc là, on va avoir un backtracking assez long quand même. Hein. Pour être honnête avec vous, on va retraverser une bonne partie du jeu. Donc là, la ration, par contre, elle est équipée pour moi. Hein, c'est-à-dire que ma vie va tomber à zéro parce que oui, dans les Metal Gear, et c'est valable aussi dans les Metal Gear Solid, quand vous avez une ration d'équipée et que votre vie tombe à zéro, elle est consommée automatiquement. Voilà, comme ceci, on l'a vu. J'anticipe, hein, je retraverse la jungle. J'équipe la carte 2 parce que la prochaine porte, elle va être à ce niveau-là. Voilà. Et on est revenu dans la première partie du jeu, sauf qu'on va emprunter une route un tout petit peu différente. Donc là j'attends un petit peu. En fait j'ai voulu gagner du temps en l'assommant, hein. Malheureusement il m'a vu. C'est pas du tout grave, hein. La totalité je dois perdre 1 ou 2 secondes, hein. C'est pas du tout méchant, hein. Même de base. On peut le faire comme ça. Hein. Vous avez vu, je poursuis ma route. Là malheureusement je suis passé en mode évasion une fraction de seconde, donc je repasse en mode alerte, je repère 1 seconde avec un fige. Mais ça change rien en soi à la run, hein. C'est pas une perte de temps énorme. Comme ceci, voilà. Donc là on a récupéré le deltaplane. On va devoir... Donc maintenant qu'on a le deltaplane, hein, pour pouvoir s'en servir, on va aller chercher à monter sur le point le plus haut de la base. C'est-à-dire qu'on va chercher à monter au 30e étage. Où on a été récupérer le pigeon. Hein.
Donc là actuellement dans l'histoire, bon bah on se retrouve un petit peu tout seul. Hein. Sur Metal Gear 2, on le voit pas pendant le speedrun, mais on a beaucoup de monde. Quelque chose qui est très connu dans les Metal Gear, c'est on a des codecs, on a toute une équipe derrière nous. Là malheureusement, j'ai un peu bloqué le mur, donc là je sais que la détection au sol, si je passe, elle m'aurait détecté, j'aurais perdu du temps. Il vaut mieux attendre un petit peu, c'est une petite perte de temps, hein, c'est 10 secondes. Bon pour moi c'est énorme, hein, mais en soi c'est rien. Voilà, il vaut mieux attendre un petit peu ici pour éviter de déclencher une alerte. Voilà, comme ceci. Donc on poursuit notre route. Hein. Et là, on est déjà passé une première fois avec tout le switch des cartes. Sauf que là, c'est pas comme la première fois, c'est-à-dire que le menu a changé vu qu'on a récupéré pas mal d'objets. Donc bah là, les menus sont un petit peu différents, mais la route est la même. Et là, je vous ai pas expliqué, mais Gustava nous a... On a récupéré une clé qui se modifie grâce à la température ambiante. Hein. Donc qui peut rappeler une certaine Palki dans Metal Gear Solid 1. Et là le but du jeu c'est de la refroidir. Donc on arrive dans ce fameux frigo. On va équiper la clé, donc je vous invite à regarder en bas à droite hein, la forme de ZL qui va changer de forme en restant comme ceci. Dans le frigo, on a vu que j'ai récupéré une ration blanche. Alors la ration quand elle est blanche comme ça, on les voit très rapidement, c'est qu'elles sont gelées donc je ne peux pas les consommer. Mais vu que je vais continuer ma route, pendant ce temps là, ces rations là vont se dégeler, je vais en avoir besoin pour après dans la run. Hein. Donc là on va retraverser tout ce qui est souterrain. Et comme on a vu que j'ai battu le Red Blaster, souvenez-vous, un peu plus tôt dans la run qui était au 30e étage. Donc en fait, tout simplement, on va aller chercher à revenir ici. Donc là, je commence à anticiper la carte 6 hein, pour après. Mais voilà, on a très vite fait de perdre du temps quand même, hein. Les petites erreurs, c'est 1 seconde par-ci par-là, la finalité c'est beaucoup. Les boss aussi, j'ai pas vraiment expliqué, il y a certains boss aussi qui vont avoir une RNG, on les verra après. On en a particulièrement 2 qui sont assez aléatoires, je leur préciserai à ce moment-là. Donc toujours à assommer les gardes hein, pour passer devant eux et ne pas avoir à attendre. On va toujours éviter les alertes aussi. Donc là on va arriver à l'ascenseur. Et là on va voir, je vais faire quelque chose de particulier dans cet ascenseur, c'est que déjà je vais monter. Et on va me voir poser des mines. Donc je vais poser 3 mines sur chaque mur, voilà, comme ceci. Et en fait là on va anticiper le prochain boss, hein, parce que l'ascenseur va se bloquer au 19e étage. On va avoir un appel codec de Grey Fox qui va nous envoyer une unité d'élite hein, qui est composée de 4 soldats. Voilà, on peut voir l'appel. Et en fait, tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va manipuler ces 4 soldats parce que ils vont avoir tendance à sauter quand on va être à l'opposé d'eux, voilà, comme ceci. Et le fait de bouger Snake comme ça, de le faire tourner en rond, et ben on va juste les manipuler pour qu'ils sautent sur nos mines, hein, parce qu'on leur a tendu un piège. Et voilà, le combat de boss est très rapide. Il en est presque ridicule même. Et là malheureusement, bah, l'ascenseur est revenu à cet étage-là, chose qui nous arrange pas. Mais on va quand même chercher à monter sur les étages, à aller sur les étages supérieurs. Et on sait que l'ascenseur qui se trouve ici, hein, il va monter au 10e étage, hein, ce qui est déjà ça de gagner. Voilà, donc là on va arriver au 10e étage. J'anticipe. Hein. J'équipe les charges explosives.
Alors, ici on a brisé un mur, hein, parce qu'on pouvait passer ici, hein, c'est un peu comme un passage secret. Et dans le scénario, on peut le trouver en tapant du poing sur les murs. Et là on va avoir toute une phase de poursuite, hein, donc on arrive au 10e étage, ce qui est trop bas pour le deltaplane. Donc on va devoir aller au 30e étage. Hein. Alors je vous rassure, on va pas aller au 30... vous voyez, il y a les étages marqués au sol, ça, on va pas aller jusqu'à 30, on va aller jusqu'à 20. Donc là, il n'y a rien de particulier, il suffit juste d'optimiser sa trajectoire. Il y a juste à un moment, arrivé au 17e étage, on va le voir, hein, je vais vous le montrer. Hein. Donc là, il y a une volonté de nous mettre un peu sous pression. De faire une phase d'action. Donc là, on a les pièges qui nous ralentissent un petit peu. Hein. Aucun danger, hein, les soldats se contentent de nous suivre. La bande son du jeu est déjà pas mal poussée pour l'époque, hein, je trouve. Vraiment. La MSX en fait permettait pas mal de choses. Donc voilà, là on va pas tarder à arriver au 17e étage. Et en fait le 17e étage, bah il y a des pièges. On a des pièges, hein, on a le sol qui va s'ouvrir sous nos pieds. On va le voir. Donc c'est pas cet écran là ni celui-là d'après, ça va être à celui-là. Comme ceci, je vous le montre, voilà. Très dangereux. Hein. Bon, aucun danger, hein, si on s'en va très vite, on craint rien. Là, le deuxième, on a vu que j'ai fait un petit écart parce qu'il y a un deuxième piège. Et on est déjà arrivé au 19e étage. Hein. Donc il nous en reste un dernier à gravir. Donc voilà, donc là techniquement on est arrivé au 30e étage, hein, contrairement à ce qui est marqué au sol, hein, parce que souvenez-vous on a déjà fait 10 étages avec un ascenseur. Donc là on va faire une petite optimisation, hein. Je vous invite à regarder la caméra là qui va changer d'écran, et bah en fait le fait de changer d'écran en même temps qu'elle va un tout petit peu nous décaler et va permettre de passer devant sans se faire détecter. Et le fait de faire ça, ça fait gagner 1 seconde. Donc voilà, on se trouve sur le toit. Par contre le deltaplane, il y a une particularité, c'est que il faut que le vent soit favorable, c'est-à-dire dans notre dos. Il n'y a aucun moyen de le voir, le seul moyen de le voir c'est de fumer une cigarette. Et en fait, voilà, Snake a levé le bras pour mettre la cigarette à sa bouche. Et ben, on sait qu'à partir de ce moment-là, on peut prendre le deltaplane et s'en servir. Donc là, on peut revoir les zones du jeu où l'on était un peu avant. Donc, petite cinématique. On voit ce fameux ravin et ce pont détruit qu'on devait absolument traverser. Ce qui est maintenant chose faite. Et là en fait tout simplement on va arriver dans ce que je considère la dernière partie du jeu, parce qu'à partir de ce moment là on ne reviendra pas en arrière. On ne pourra pas revenir dans ces bâtiments vu que le pont est détruit. On va uniquement rester dans cette zone là du jeu, qui est un petit peu plus petite. Donc voilà, Snake atterrit. On a les grenades d'équipées parce que je les ai équipées avant, parce qu'en fait le prochain boss, hein, qui est le Jungle Evil. Donc ce boss là est un peu redoutable parce que déjà d'une il fait extrêmement mal, hein, il va nous mettre pas mal de dégâts. Et le problème c'est qu'il a 4 écrans aussi où il peut se déplacer. Et il est assez RNG. Hein. Donc il va se cacher dans le champ, sortir la tête, nous tirer dessus, le but du jeu c'est d'y mettre une grenade. Très important ici, on a récupéré des grenades, hein, vous avez vu, je suis monté à 33. C'est primordial de faire ça parce qu'on en aura besoin pour après. Donc voilà, le Jungle Evil disparaît, va se cacher, apparaît aléatoirement ailleurs. Donc là on espère toujours qu'il aille sur le haut de l'écran, malheureusement je vais pas avoir une super RNG. Mais on peut voir, hein, ma barre de vie fond. Donc si on prend trop de tirs, ça peut devenir dangereux, voire grave. Donc là il est pas trop mal placé. Je récupère la carte numéro 8. Ici. Bon, malheureusement, le garde là est sur mon chemin, je vais prendre l'alerte. Hein. Et là, on va récupérer un objet un peu spécial. On va récupérer un œuf. Voilà. On récupère un œuf. Hein. Alors, c'est un peu particulier de faire des parallèles avec Zelda, mais bon, on en a quand même un peu dans le jeu.
En fait, on va avoir besoin de cet œuf plus tard, un tout petit peu plus tard dans la run. Donc si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que j'avais récupéré certaines rations. Parce que je vais en avoir besoin pour la fin de la run. Donc il va nous en falloir au moins 3. Et en fait on a 2 types de rations. Et là dans l'idéal c'est d'avoir les 3 mêmes types de rations pour éviter un menu, hein, pour optimiser notre run. Donc je vais en récupérer une ici. Bon, voilà, j'en récupère une. Donc là on va arriver au camp des soldats. On arrive au camp. Et à partir de ce moment là on va avoir une phase d'attente aussi. On va attendre que l'œuf éclore. Mais là en attendant on va faire une toute petite manip. C'est à dire qu'on va aller étourdir ce garde là. Parce qu'en fait ça va avoir pour conséquence déjà de une qu'il soit pas sur notre route. Et là en fait le but du jour on le voit pas. C'est à partir du moment où l'œuf va éclore, je vais avoir une sorte de cycle à respecter. Pour des soldats plus tard. Donc là tout simplement on prend pas de risque, on attend. Vous pouvez voir que l'œuf change d'état en bas au fil du temps. Il n'y a pas vraiment de moyen de... On n'a pas encore trouvé le moyen de passer cette phase. Donc là on a vu, hein, le hibou est apparu. Il ne devrait pas tarder à faire du bruit. Parce que si nous on fait du bruit, le soldat va venir vers nous. Si c'est le hibou, il va chercher à aller un peu plus loin que les barrières laser. Et voilà, et donc là, comme je vous ai expliqué, là j'ai un timing à respecter à travers plusieurs écrans. Parce que les écrans adjacents aux nôtres, eux, ne sont pas figés, hein, il se passe toujours des choses. C'est pas comme le premier Metal Gear du nom. Et là, souvenez-vous, je suis dans un cycle. En fait, j'essaye de respecter un cycle pour cette salle ici. Cette salle est très compliquée. Hein. Voilà. Voilà, tout simplement, ici, en fait, j'ai évité une alerte. C'est optimisé. Et là, on va arriver un boss, hein, le Night Fright. Qui est un soldat qui est invisible et qui va avoir tendance à bouger partout, sauf qu'on va le manipuler parce qu'il va toujours avoir tendance à nous attaquer. En se plaçant ici, on a juste à spammer nos grenades et voilà. Et je sais que je vais pouvoir le toucher plusieurs fois. Alors là, malheureusement, il a tendance à partir un petit peu en arrière. Et voilà, le combat gauche a été fait rapidement. On en profite pour rappeler l'ascenseur, hein, comme on a fait un peu avant pour optimiser notre temps. Et en fait les rations récupérées, très importantes, c'est pour ces flaques d'acide, hein, c'est des flaques d'acide. Hein. Si vous n'avez pas de rations sur vous, et que vous les touchez, vous allez mourir instantanément. Donc le seul moyen de les rendre, de les neutraliser, c'est d'avoir une ration. Donc là j'ai utilisé mes 3 rations d'un coup. Sauf que la porte qui se trouvait devant nous, c'est une carte numéro 9. Et on n'a toujours pas cette fameuse carte 9. Donc là on a le dernier backtracking plus ou moins du jeu. Et il va falloir qu'on retrouve cette fameuse carte de sécurité. Donc ici très important de pas trop être pressé. Hein. C'est un peu rigolo de dire ça dans un speedrun, mais bon ça arrive fréquemment. C'est-à-dire que la hitbox de ces robots là est assez énorme. Hein. On pense pouvoir passer très vite, mais en fait on va mourir. Donc là je suis toujours dans l'optimisation de mes trajectoires. Donc là on prend une alerte au sol, hein, ça affiche pas le jeu, c'est pas grave. On va rentrer en mode évasion, donc je perds pas de temps du tout. On va assommer ce garde là pour pas redéclencher une alerte et pouvoir passer sereinement. Et en fait il faut savoir que la carte numéro 9, hein, elle se trouve dans la zone du boss Jungle Evil. Hein. Donc c'est à dire pas très loin de la carte 8.
Et elle se trouve ici. Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucune RNG sur l'emplacement de la carte. Elle est tout le temps au même endroit. Et en fait, dans le scénario, bah voilà, on est tout près de la prison du docteur Marv. Et Magnar se trouve avec lui. Et du coup, bah, maintenant qu'on a trouvé la carte 9, on va pouvoir accéder à cette salle. Donc bah, on refait un petit backtracking pour aller les rejoindre. Donc on va retraverser toute cette zone. Et comme la première fois, hein, dans le baraquement des soldats, il va falloir que j'aille très vite parce que là c'est pareil. Là je commence à rentrer dans un cycle que je veux respecter. Donc très important de ne pas déclencher d'alerte pour optimiser notre temps. Voilà, comme ceci. Et là faut aller vite. Même dans les menus faut aller vite parce que le jeu continue de tourner. Voilà. Et ce soldat là est très dangereux. Celui que je viens d'assommer est dangereux parce qu'en fait, voilà, là c'est parfait. Donc les soldats ils sont placés ici. On va assommer le premier et attirer le second. Voilà. Et on est passé sans déclencher d'alerte et sans perdre de temps surtout. Donc là on va arriver dans la phase finale du jeu. Hein. On arrive sur la toute fin du jeu. On va pouvoir franchir la dernière porte sécurisée. Hein. On a la carte 9. Et on a vu que j'ai équipé des mines. Alors pourquoi j'ai équipé des mines? Bah parce qu'en fait on va avoir un boss un peu surprise ici. Hein. En fait là dans l'histoire du jeu on nous raconte que les codes du procédé révolutionnaire que le scientifique a trouvé, il les a cachés dans une cartouche MSX parce qu'en fait ce soldat là, pour la petite histoire, il adore les jeux vidéo. Sauf que là, le docteur Magnar, bah, il se retourne contre nous, il a décidé de nous étrangler. Et en fait, pour le tuer très vite, bah, on va placer des mines et le mettre dessus. Juste en se retournant. Donc du coup, on a tué le scientifique. Hein. Et la fameuse clé qu'on a créée dans le frigo, bah, elle sert uniquement à accéder à ce passage secret. Alors... on a vu des souris ou des rats, hein. Donc on va les attirer en équipant une ration. Par contre il faut savoir que si elles nous touchent, c'est le game over instantané. Hein. Donc là le but du jeu c'est de les attirer comme ça et de les attendre en sortie. Donc là je regarde le radar pour tirer. Niveau munitions pistolet on en a trop. Donc si on rate des tirs c'est pas grave. On va équiper les grenades et la carte numéro 4 parce qu'on en aura besoin pour plus tard. Donc là, le docteur Magnar, assez mal en point à cause des mines, bah, va un petit peu faire sa rédemption, c'est-à-dire qu'il va nous dire comment détruire ce fameux Metal Gear. Parce que oui, l'arme nucléaire, c'est un Metal Gear. Qu'est-ce que serait un Metal Gear sans un Metal Gear, hein, vous allez me dire. Donc là, il nous dit, bon voilà, le seul moyen de le détruire, il a une vulnérabilité au niveau de ses jambes. Et... l'arme la plus efficace pour le tuer, pour le détruire plutôt, c'est les grenades. Donc là, Grey Fox va piloter le Metal Gear. Et la technique assez rapide hein, pour le détruire et sans trop de danger, bon on est en mode easy, c'est assez, voilà, il n'y a pas de réel danger. C'est de se placer le long du mur à droite et de tout simplement viser ses pieds. Donc là on va tirer 2 grenades, le Metal Gear va monter un petit peu. On va le suivre, on va toujours y infliger des dégâts. Il va redescendre, on va y infliger des dégâts. Voilà, comme ceci. Et voilà, combat plutôt bien exécuté malgré de petites erreurs de ma part. C'est pas évident d'être très précis comme ça sur quasiment 50 minutes de run. Hein, parce que les runs de Metal Gear et MSX sont très précises, hein, mine de rien. Donc là on peut voir que notre inventaire est en feu, il nous enlève de la vie. Donc bon bah on va devoir tout retirer de notre inventaire. Et là on va avoir un combat à main nue contre Grey Fox. Et il faut savoir qu'il y a des mines au sol. Bah, le seul moyen pour vaincre Grey Fox très rapidement c'est de retourner ses mines contre lui. Parce qu'il est lui-même vulnérable. Et en marchant sur 3 mines comme ça on le tue extrêmement vite. Hein. C'est un combat assez anecdotique. Hein, on va récupérer cette fameuse cartouche qui contient les codes. Et là on nous appelle et en fait bah, c'est l'ancien commandant de Foxhound, notre ancien patron,
Big Boss. Big Boss qu'on avait vaincu dans Metal Gear 1 mais qui fait un retour surprise hein, dans le 2. Voilà, le fameux Big Boss. Hein, Donc pour les connaisseurs de la saga, c'est Naked Snake dans Metal Gear Solid 3. Et ici c'est un combat particulier parce que du coup on n'a pas d'armes pour se défendre face à lui. Hein. Et on va voir toute une énigme en fait. Ce combat est un peu... c'est un peu un casse-tête. On va récupérer des cartes. Chaque carte va ouvrir une nouvelle porte. Donc on va récupérer de la carte 1 à 5. Donc là j'ai récupéré la 3. On va désactiver une flaque d'acide grâce à une ration qu'on avait récupérée un petit peu avant. Alors ici, petit piège, hein, on va le voir, voilà, on a vu qu'il y a une flaque d'acide derrière la porte là qui se trouve ici. Très important de ne pas foncer tout droit, sinon on meurt et on perd du temps. Donc ça c'est un peu des pièges vicieux. Là c'est pareil, on va revoir la même chose. Hein. Comme ceci. Donc là on a récupéré un briquet. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un briquet? On peut rien en faire. Et bah il faut savoir qu'ici on va récupérer un spray. Et en fait avec ce spray on va faire un peu un lance-flamme artisanal. Et en fait le but du jeu bah, c'est de vite tuer Big Boss. Et c'est un peu compliqué parce que Big Boss est un peu RNG, il a tendance à bouger beaucoup. Et nous quand on se sert de notre arme artisanale, bah, on ne peut plus bouger pendant un certain temps. Et là Big Boss est très bien placé parce qu'on est près de la sortie. Et voilà, on a vaincu Big Boss, il va mourir brûlé vif. Donc là on a la fameuse phrase c'est pas encore terminé, un gros clin d'œil pendant MGS1 de la part de Liquid qui fait référence à ce passage là. Mais là ce n'est pas encore le time hein. Maintenant on doit s'enfuir. Donc là Oli nous retrouve. On va appeler notre évacuation hein. Et là on a toute une poursuite qui s'engage. On a la toute dernière poursuite. Alors il n'y a aucun danger hormis le piège ici, mais on va tellement vite que on ne risque pas de mourir. Il y a un petit détail technique que j'ai omis de vous dire en début de vidéo, je vais vous le dire maintenant. Les Metal Gear, là on est sur la version PAL. Pourquoi? Parce que c'est la plus rapide que la version américaine, hein. C'est l'inverse de la plupart des jeux. Mais typiquement les runs sont similaires en tout point. Il n'y a pas de différence de timing dans les boss ou quoi que ce soit. Donc c'est pas vraiment un détail important. Donc là on arrive à la toute fin, donc bon on se place ici, on a juste à tuer les soldats. Donc les soldats ils viennent, si on les tue pas, bah ils s'en vont tout simplement. Donc là on a plus de munitions. Par chance hein, on va être sauvé. Et le time va se faire au moment où l'écran va passer au noir. Et c'est une fin de run. Alors, il y a quelque chose d'important, je vais vous le montrer en vidéo, c'est le tableau des scores où on voit l'in-game time, hein, pour que vous voyez le décalage, qui lui sert de référence au classement du jeu. Pour vous qui regardez la vidéo, je vous invite, si vous voulez pas subir tout le générique qui est assez long, je vous invite à avancer un peu dans la vidéo pour voir le tableau des scores, et moi je vous retrouve à ce moment-là.
Donc nous y voici, hein, on peut voir le tableau des scores. Donc voilà, on l'a bien fait en difficulté facile. La durée de jeu, donc voilà, c'est l'IGT, hein, comme on peut voir en RTA, donc en temps réel, je suis à 51-53. Le jeu en IGT, je suis à 49-18, hein. Donc on a pas mal d'écart. Et on a le fameux nom de code Zebra, chose qu'on se préoccupe pas en speedrun. Donc voilà, cette partie-là, elle est juste pour la NI% IGT, hein, la catégorie officielle, hein. Donc je tiens à rappeler que vous ne trouverez pas de temps RTA malheureusement, qu'il n'y a pas de catégorie créée pour cette façon de timer son run. Bah écoutez, voilà, c'était H1. C'était une présentation de Metal Gear 2, hein, version PS2, qui est le portage de la version MSX. Et bah c'était tout pour moi, merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Salut!